mondial est très dangereux de ce fait-là. Nous avons à lutter sur deux fronts, en fait. Sur un front territorial, le califat instauré par l'État islamique, et sur un front mondial avec cette exportation de la révolution islamiste par Al-Qaïda. Et ça, c'est dangereux et c'est gravissime pour notre sécurité intérieure. Donc, quelle est la réaction à avoir par rapport à ces ennemis de la France? Eh bien, c'est de les combattre, comme nous le faisons, c'est de les combattre à l'étranger, c'est ce que fait notre armée française, que ce soit au Sahel ou en Irak, et c'est aussi de les combattre à l'intérieur de notre territoire. Et nous avons à faire face à un ennemi étranger, mais aussi un ennemi de l'intérieur, ce qui rend la difficulté encore plus ardue. Ennemi de l'étranger, nous combattons à l'étranger, c'est au Sahel, on combat AQMI au Sahel, on combat Daesh en Irak. Ennemi de l'étranger en France, ce sont les étrangers de ces cellules terroristes qui viennent perpétrer leurs attentats sur notre territoire national. Donc on les combat aussi avec nos services de renseignement. Mais on a aussi l'ennemi de l'intérieur, avec des nationaux qui sont soit binationaux, soit des Français sans double nationalité. Donc en fait, les lignes de front sont multiples, et tout ça dans la situation très complexe. Donc il faut traiter. Donc traiter, ça veut dire qu'à l'étranger, nos armées, avec nos alliés, neutralisent nos ennemis, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, peu importe leur nationalité. Et puis à l'intérieur du territoire national, nos services de renseignement doivent aussi neutraliser nos ennemis de l'intérieur. Et là, la situation est plus difficile, d'abord parce que ce sont des Français. Donc on est dans un autre schéma. Alors s'ils ont une double nationalité, on peut leur retirer la nationalité française pour pouvoir les expulser parce qu'ils garderont la nationalité entre guillemets de leur origine, c'est-à-dire de leurs parents. Donc on peut expulser ces personnes-là dans les pays concernés. Et puis ceux qui sont français sans double nationalité, on ne peut pas les expulser, on ne peut pas leur retirer la nationalité française parce qu'on ne peut pas rendre une personne apatride, ce qui est normal d'ailleurs parce qu'on la remettrait à quel état, on l'enverrait où, rendre une personne apatride n'a pas de sens. Donc là par contre, moi je propose le bannissement de ces personnes-là de la communauté nationale. Le bannissement c'est quoi? C'est exclure de la communauté nationale ces Français qui ont décidé de porter les armes contre d'autres Français ou d'autres armées françaises. Ça a des conséquences politiques, civiles, civiques, elles sont nombreuses. Ce bannissement doit montrer qu'on ne peut pas franchir la ligne sans conséquences, et il permet aussi à notre communauté nationale de se ressouder sur un projet commun, sur une identité commune. Et ça, je pense que c'est important aussi de redéfinir notre identité. Cette proposition de loi sur le retrait de la nationalité française et le bannissement, je l'ai défendue au mois de décembre à l'Assemblée nationale, avant les attentats de janvier. Elle a été rejetée par la majorité en place. Monsieur Menucci, qui était orateur du groupe, a déclaré à l'époque, c'était en décembre, le 4 décembre, que cette proposition de loi n'était pas d'actualité. Un autre député de la majorité du Parti radical de gauche a dit que la peine était disproportionnée par rapport aux faits commis. Je laisse à l'appréciation de l'auditoire. Et le ministre des droits des femmes, d'ailleurs, qui siégeait au nom du gouvernement sur le banc des ministres, m'a expliqué qu'on ne pouvait quand même pas rétablir le bannissement parce qu'il avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qu'il ne fallait pas confondre les choses, c'était quand même beaucoup plus grave en 1945 qu'aujourd'hui. Alors que le bannissement mis en place après la Seconde Guerre mondiale, c'était uniquement pour les collaborations économiques. Donc à la limite, c'était moins grave à l'époque que ça serait aujourd'hui pour exclure des communautés nationales ceux qui portent les armes contre nos soldats et les Français. Les attentats du mois de janvier ont réveillé un peu la conscience nationale de notre majorité en place. Vous avez dû entendre que le président serait plutôt intéressé pour reprendre l'indignité nationale, mais sous certaines conditions. J'attends, mais je pense que rien ne viendra de toute façon. Quant au retrait de la nationalité, il vous explique qu'on peut déchoir déjà de la nationalité française et terroriste, sauf que depuis les années 80, je crois qu'il y a eu 8 cas, alors que là on est quand même à plus de 1000 djihadistes.
Donc la déchéance de la nationalité par rapport au retrait de la nationalité, il faut que vous le sachiez, un champ d'application beaucoup moins large. C'est-à-dire que la déchéance de la nationalité ne concerne que ceux qui ont acquis la nationalité française. Et avec des limites dans le temps. C'est-à-dire que si vous êtes français depuis plus de 15 ans et que vous commettez un acte terroriste, on ne peut pas vous déchoir de la nationalité. Moi, je propose la perte de la nationalité. Ce n'est pas sur l'acquisition qu'elle s'applique, mais sur la naissance. C'est-à-dire que si le français a un des parents étrangers et un des parents français, on lui retire sa nationalité. Donc le champ d'application est beaucoup plus large, ce qui n'est pas le cas pour la déchéance. Donc elle est beaucoup plus sévère, j'allais dire, et moins restrictive. Cela ne sera pas repris par la majorité en place. Donc nous avons au niveau du gouvernement une certaine frilosité. L'auteur a raison de dire qu'après les attentats à l'encontre de Charlie Hebdo, cela a très vite viré un nom à l'amalgame. Il faut faire attention à l'islamophobie, ce qui était quand même d'ailleurs assez surréaliste. À titre personnel, je n'ai pas défilé le dimanche, parce que moi je ne suis pas Charlie Hebdo, je n'ai jamais acheté Charlie Hebdo, je n'achèterai jamais Charlie Hebdo. J'ai été présent à un rassemblement à mes yeux contre le terrorisme le samedi, parce que c'était contre le terrorisme, et ça je pense que c'était un beau slogan de rassemblement pour les Français. Mais voilà, quoi, nous sommes tombés dans la manipulation des masses, avec la complicité d'un très grand nombre de médias. Moi, je refuse de sombrer dans cette complicité. Donc aujourd'hui, prise de conscience, il n'y en a pas. Il y a un renforcement des moyens, notamment de nos services de renseignement, ça c'est vrai. Pour combattre nos ennemis, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si on a un renforcement de nos services de renseignement et une armée qui fait bien son travail, même si son budget est notoirement insuffisant, pour en dire un mot si vous voulez, nous ne sommes pas encore en phase de réarmement moral. Bon. Et tant que nous ne serons pas en phase de réarmement moral, je peux vous assurer que tout ça ira de pire en pire et qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc il faut un réarmement moral aussi, définir quelles sont nos valeurs. Nous sommes un pays d'Occident, chrétien, nous sommes la France. Nous ne sommes pas un pays musulman, nous ne sommes pas en terre d'islam, nous avons des valeurs, nos racines sont chrétiennes, notre République s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, nos ennemis nous méprisent parce que nous sommes incapables de défendre notre propre identité, notre propre système de valeurs. Et comment voulez-vous arriver à intégrer les étrangers qui sont sur le territoire national ou à assimiler ceux qui sont français si vous-même, vous n'êtes même pas capable de porter ces valeurs qui sont les fondements même de notre pays. Donc il faut aussi se remettre en cause par rapport à ça. Il faut aussi en discuter parce que je pense que c'est un des sujets majeurs. Nous ne réglerons cette problématique du terrorisme islamiste que si, évidemment, nous avons des armées opérationnelles, que si nous avons des services de renseignement efficaces, mais aussi si nous avons un réarmement moral. Et ce réarmement moral, je vous le dis, nous en sommes bien loin, et nous en sommes même très loin. Voilà. Alors, tout ça ne va pas s'arranger. Tout ça ne va pas s'arranger, ça va même plutôt se dégrader. Malheureusement, il faudra peut-être attendre le pire pour que le peuple français se rende compte de la situation véritablement et prenne conscience de son identité et des actions à mener. Mais je crains que ce sera fait dans le sang, parce que l'histoire nous l'a déjà démontré malheureusement dans le passé. Et que malheureusement, quand vous essayez d'alerter nos compatriotes de la situation extrêmement grave que nous vivons, tant qu'ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas intéressés. Moi, je me souviens, dans les années 90, j'étais au bureau politique du Parti républicain dans le département du Rhône. J'expliquais à mes collègues du parti, les bureaux politiques, si on avait des voitures qui brûlaient à Vaux-en-Velin, demain elles seront brûlées à Lyon et dans l'Ouest lyonnais. Et la seule réponse qu'à l'époque on m'a faite, c'était « Mais Philippe, tu n'imagines pas, ils brûlent leur voiture au pied de leur tour, ils ne viendront jamais chez nous. » Eh bien, vous avez vu les émeutes en Presqu'île il n'y a pas si longtemps que ça. Vous verrez que tout ça se dégradera inéluctablement. Et j'espère que l'égoïsme de nos compatriotes sera un jour dépassé
et qu'on arrivera à retrouver ce sentiment national, cette cohésion nationale. Sans cela, nous aurons de très très graves déconvenues. Je ne sais pas s'il faut dire merci. Bon, le constat qui a été dressé est, on va dire, lucide, mais inquiétant. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Au Parti chrétien-démocrate, on partage beaucoup de choses de ce qu'a dit Philippe. Je le remercie d'avoir insisté sur les racines chrétiennes de la France, sur la vocation de notre pays, sur son identité et le fait qu'on ne peut pas assimiler des personnes si on ne sait pas vraiment qui on est. En ce qui concerne les moyens, les actions à mettre en place, Philippe Meunier a parlé de la proposition de loi qu'il avait déposée. Sachez que notre président Jean-Frédéric Poisson l'avait co-signé et soutenu. Il a également rédigé, c'est des documents que vous trouverez au fond de la place, une lettre ouverte à notre président François Hollande, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, où justement il met en avant plusieurs choses à faire pour corriger le tir, notamment augmenter les moyens accordés aux forces de défense et de sécurité. Philippe a rapidement parlé du budget de l'armée qui est, nous le savons tous, la variable d'ajustement. Donc on va taper dedans. Après, il ne faut pas s'étonner que nos militaires puissent difficilement accomplir leur mission. Jean-Frédéric propose pas mal de possibilités. Je vous permettrai je vous invite plutôt à les lire, notamment expulser les imams étrangers qui invitent dans leur prêche à s'attaquer à la France, ou encore lutter contre la radicalisation islamiste en milieu carcéral. On va revenir sur le budget de la défense, du coup. Oui, alors sur le budget de la défense, il faut que vous sachiez qu'on a voté une programmation militaire 2014-2019, qui est une programmation militaire voulue par François Hollande, qui, dans les faits, stabilise le budget de façon annuelle, c'est-à-dire que le budget ne progresse pas, mais normalement, dans le cadre de la programmation militaire, ne doit pas baisser. Malheureusement, dans les faits, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la loi de programmation militaire n'est pas appliquée. Nous avons ce qu'on appelle un report de charge qui aujourd'hui dépasse les 3 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'en fait on a déjà un retard de 3 milliards d'euros sur 31 milliards d'euros d'investissement, donc ça fait déjà 10%. Ensuite, il faut que vous sachiez que pour l'année 2015, nous devons avoir 2,3 milliards de recettes sur la vente de fréquences qu'on appelle des recettes exceptionnelles qui auraient dû abonder le budget cette année, qui ne seront pas présentes parce que d'un point de vue juridique et technique, on ne peut pas les vendre cette année. Donc il va manquer 2,3 milliards en plus des 3 milliards déjà de report de charge. Donc on est déjà à 5 milliards. 5 milliards, c'est énorme, notamment par rapport à nos équipements. Et pour vous dire dans quel état est la France et ce gouvernement, ils ont osé inventer ce qu'on appelle une société de projet, des sociétés de projet. Alors accrochez-vous bien à votre chaise, vous allez en entendre parler. En fait, ils se sont dit, comme on n'a pas l'argent, on va demander à l'armée de vendre son matériel à ces sociétés de projet, et ensuite, l'armée va relouer ce matériel à ces mêmes sociétés de projet. Alors comme ça concerne du matériel militaire, il faut essayer de limiter ça au maximum. Donc on fait ça sur les avions de transport, les A400M, on fait ça sur les frégates de notre marine nationale. Enfin, la dernière fois où la République a dû mettre ce type de système, c'était à l'époque des assignats. Je pense que vous en souvenez un peu, dans vos cours lointains. C'est pour vous dire où nous sommes tombés. Et donc, ils vont proposer ça dans la loi Macron, qui est une loi fourre-tout, dans quelques jours. Là. Donc, ils vont nous proposer ces sociétés de projet. Mais enfin, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de la situation, mais c'est absolument dramatique. Et donc, on va essayer comme ça de vivre d'expédients. Il faut que vous sachiez aussi que notre armée n'en peut plus d'un point de vue du matériel, parce qu'elle intervient sur beaucoup de théâtres d'opérations extérieures. Notamment au Mali, il faut que vous sachiez qu'un véhicule de l'avant blindé en Afghanistan, il faisait 100 km par semaine, et au Mali, il fait 1600 km. Ce qui veut dire que l'usure du matériel est en phase d'accélération. Donc on a un budget du maintien en condition opérationnelle qui ne suffit plus, puisqu'on n'arrive plus à entretenir notre matériel parce qu'il s'use de façon accélérée.
On a un budget qui ne prévoit pas le remplacement de ces matériels-là, parce que la loi de programmation militaire n'avait pas prévu cela. Donc notre armée de terre est en situation extrêmement tendue comme jamais. Notre armée de l'air est aux limites de ses capacités, notamment avec la présence de ses avions en Jordanie et dans les pays du Golfe pour bombarder l'État islamique. Donc nous sommes au taquet. Nous ne pouvons plus mettre plus d'avions à disposition. Vous avez vu qu'on en a perdu 6 en Espagne récemment en plus, ce qui est une catastrophe. Une catastrophe humaine d'abord, parce que nous avons perdu des compatriotes. Une catastrophe en termes de compétences aussi, parce que ce sont les meilleurs qui vont là-bas dans ces exercices opérationnels. Et puis une catastrophe en termes de matériel, hein, parce que 2 Rafale, 2 Mirage, 2 Alpha Jet, c'est 600 millions d'euros. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc la situation de notre armée, de nos armées, est vraiment catastrophique. Et je pense que vous allez en entendre parler cette année. Il est fort possible même que notre état-major, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, soit même amené à poser sa démission, puisque les chefs d'état-major ont bien rappelé au président de la République qu'ils étaient d'accord pour remplir le contrat de la loi de programmation militaire, si cette loi de programmation militaire était réellement mise en œuvre dans ses objectifs. Et c'est déjà plus le cas. Donc je pense que vous allez en entendre parler aussi au cours de cette année 2015. Donc il faut augmenter le budget de nos armées, c'est une priorité. La loi de programmation militaire prévoit une déflation de 25 000 hommes au cours de ce mandat 2014-2019. Nous proposons l'arrêt de cette chute de nos effectifs, simplement en compensant par le non-recrutement de 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, dont vous avez dû en entendre parler. Même le président de la Cour des comptes a dit que c'était totalement inutile parce qu'on n'en avait pas besoin, parce que le problème, c'est pas de recruter des professeurs, mais c'est de les mettre au boulot. Donc, moi, on propose à l'UMP, et c'est ce que j'ai défendu dans le cadre de la programmation militaire et lors du budget, qu'on ne recrute pas ces 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale et qu'on recrute au contraire des militaires, dont on a bien besoin aujourd'hui. Voilà, donc là, on a au niveau des armées un vrai problème. Pour l'instant, elles font face et elles font un travail extraordinaire. Mais je vous le dis, ça ne va pas durer longtemps. Encore 1 an maximum, et après, on sera à la rupture d'un point de vue opérationnel. On sera véritablement à la rupture, surtout l'armée de terre. Donc le président de la République a dit qu'il allait renégocier, enfin qu'il allait voir la loi de programmation militaire pour en rediscuter les modalités. On peut rediscuter de ce qu'on veut, si on ne met pas l'argent sur la table, on n'y arrivera pas. Voilà. Et le pire de tout, ça serait d'arrêter de déflater le personnel et financer l'arrêt de la baisse de ses effectifs, enfin la fin de la baisse de ses effectifs, par une limitation du remplacement du matériel. En gros, on aurait plus de personnel, mais on n'aura plus de matériel. Alors vous aurez du vigipirate, c'est-à-dire des militaires qui seront dans les rues à se balader avec leurs FAMAS, et je vous le dis, entre nous soit dit, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Mais on n'aura plus de véhicules blindés, du matériel militaire, parce qu'on sera obligé de prendre sur ces budgets d'investissement pour payer ces recrutements en amont. Voilà, donc il va falloir mettre l'argent sur la table pour redonner à nos armées les moyens de mener à bien les missions que le pouvoir politique leur demande. Merci. Samuel Laurent, est-ce que vous pouvez compléter quelques propositions d'un point de vue politique pour endiguer le problème? Vous parliez notamment de certaines choses à faire en termes de renseignement dans vos livres. Oui. Si je ne sais pas si je ne suis pas optimiste, hein, vous pouvez connaître. Moi, je suis optimiste parce que je fais la conversion. Donc, vous savez, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un représentant de la communauté musulmane pour lui dire les choses précisément. Donc je lui ai dit que la France était une terre chrétienne, que c'était un pays européen, que c'était pas une terre d'islam, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et que je lui dis qu'en tant que député, je n'accepte pas qu'on touche un cheveu à un Français qui soit chrétien, juif, musulman, athée, mais que si on veut, et si on voulait que les choses se passent bien, il faudra bien un jour reconnaître que cette terre est une terre d'Occident et pas une terre d'islam, et qu'il faut donc en accepter les valeurs et les principes de fonctionnement.
Donc voilà, les choses sont claires. C'est soit il y a acceptation de nos valeurs, et ça se passera bien. Encore pour le faire, il faut les défendre. Et là, je ne suis pas pessimiste, parce que je pense que cela est possible. Mais dans le cas contraire, bah, effectivement, ça sera la guerre. Mais c'est comme ça, la guerre est un autre moyen de mettre en œuvre sa propre politique. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Vous disiez qu'il y avait un endormissement moral, si j'ai bien suivi. Je ne retrouve pas oui, le terme exact. Mais donc c'est plutôt mal barré, quand même. Oui, mais vous savez... Parce que si on n'a plus d'armée, et si on est endormi moralement... permettez-moi de vous poser une question, parce qu'elle me brûle les lèvres. Mais je vous l'ai dit, la situation est extrêmement dramatique et je pense que tout ça va très mal se terminer. Mais ça a déjà été le cas en 1940. Oui. Ah d'accord, oui, non, oui. On a déjà eu un désarmement militaire dans les années 30, moral dans les années 30. On a eu ensuite la guerre, parce que, vous savez, moi je vous le dis comme je le pense, et nous sommes enregistrés, mais ça ne me gêne pas, parce que j'assume tous les propos. Quand j'ai vu tous les Français défiler derrière « Je suis Charlie » dimanche, ça m'a fait rappeler, vous savez, les Français qui sont venus acclamer Daladier ou Bourget en criant « Vive la paix, vive la paix, vive la paix ». Et je me suis dit, mais c'est terrifiant, comme quoi l'histoire se répète. C'est-à-dire que c'est comme ça, le peuple ne veut pas la guerre, il a raison, parce que la guerre c'est terrible. Mais quand on a un ennemi, on lui fait la guerre. C'est la phrase de Churchill, hein. Vous vouliez le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez la guerre et le déshonneur. Et je pense que malheureusement, on peut arriver à ça. Alors après, nous sommes un certain nombre, avec Jean-Frédéric Poisson d'ailleurs, qui est membre du Parti chrétien-démocrate, mouvement associé BNP d'ailleurs, je tiens à le préciser. Alors, je ne suis pas membre, oui, président du Parti chrétien-démocrate, je ne suis pas membre du Parti chrétien-démocrate parce que moi je ne suis pas démocrate. Je suis républicain, c'est pas pareil. Si le Parti chrétien-démocrate s'appelle le Parti chrétien-républicain, peut-être que ça serait bon. Mais... Non, mais ça c'est pour le taquiner, on se taquine souvent tous les deux. Mais nous sommes un certain nombre quand même à dire les choses. Voilà. Et je vous le dis, ça progresse quand même, ça progresse. Alors malheureusement, ça progresse parce que nous avons eu aussi 17 morts. C'est triste, mais c'est aussi la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens commencent à ouvrir les yeux parce que nous avons des cadavres. C'est malheureux. Alors on peut éviter ça s'il y a une prise de conscience, et ce genre de conférence sert à ça. Mais s'il n'y a pas prise de conscience, malheureusement, ça sera... Moi j'ai une petite chose à vous poser plus prosaïquement. Vous parliez, j'ai 2-3 petits points que j'avais notés parce que vous savez, je suis un garçon impliqué. Alors, c'est bien fait. Voilà. Alors la première, c'est les frappes en Syrie. Vous regrettez qu'il n'y ait pas de frappes en Syrie? Les frappes françaises. Oui, françaises, oui. Ça va de soi. Mais pourquoi au juste? Parce que vous savez, les frappes en Syrie aujourd'hui, elles ne profitent pas à Bachar. Les frappes en Syrie aujourd'hui, elles profitent à Jabhat el-Nusra, elles profitent à Harar el-Sham, elles profitent à toutes les brigades salafistes qui reprennent chaque centimètre carré de terrain que perd Jabhat el-Nusra. Et même les brigades considérées comme modérées s'allient avec les Saoudiens. On l'a vu la semaine dernière, etc. Donc vous pensez vraiment que c'est une bonne chose de frapper aujourd'hui en Syrie pour un terrain que ne reprend pas Bachar, mais que Jabhat el-Nusra gagne petit à petit? Bon, en tous les cas, à Kobané, on a vu... non mais Kobané c'est Mantes-la-Jolie. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, on a tué quand même quelques centaines. Et c'est toujours ça de moins sur le marché. Hein. Donc... ça manque pas. Bon, voilà. Donc, non, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un jeu. Ça, c'est malheureusement la réalité. Comme d'ailleurs, il y a un jeu aussi en Ukraine. C'est la même chose. Voilà. Ça j'en ai conscience. J'en ai bien conscience. Mais il faut aussi jouer avec ses partenaires de jeu. C'est-à-dire que c'est compliqué. Vous n'avez pas l'impression qu'on fait la guerre pour l'Iran? Parce que moi, plus j'y pense, plus je regarde ce conflit entre l'Irak, entre la Syrie, etc. Et plus je me rends compte que quelque part, voilà, la mise en place du gouvernement chiite à Bagdad, enfin bon, je ne sais pas si on sort un peu du sujet, mais etc. La marginalisation des sunnites, donc à partir de 2010, la marginalisation des Awakening Councils, etc. Donc toute la montée en puissance de Daesh.
Daesh, et puis aujourd'hui cette guerre qu'on est en train de mener côte à côte avec des brigades chiites, qui quand même, notamment une qui s'appelle Asaïb al-Haq, qui se targue d'avoir 6000 frappes contre les Américains, contre les Américains et l'armée irakienne pendant la guerre. En Syrie aujourd'hui, quand Bachar gagne du terrain, c'est avec le Hezbollah, c'est avec les brigades irakiennes, formées par la Quds Force, etc. Donc est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait on est complètement en train de se faire manipuler, qu'on est en train de tirer nos pauvres rafales jusqu'au bout, voilà, envoyer nos derniers VAB, et que dans le fond c'est pour faire véritablement le jeu de Téhéran dans une région où on n'a plus rien à gagner? Alors, sur nos VAB, ils ne sont pas en Irak parce que nous n'avons pas d'opération interne, donc nous avons effectivement des rafales. Maintenant, par rapport à la question iranienne, il est peut-être temps aussi de reconsidérer cette problématique iranienne et chiite. Il est peut-être temps aussi de discuter avec l'Iran. Vous me dites que tous ces gens-là ne sont pas forcément de grands démocrates. C'est certainement vrai d'ailleurs. Mais vous savez, Normandie, Yémen, quand l'escadrille était en opération, elle apportait son soutien aux divisions de l'Union soviétique, qui envahissait l'Europe de l'Est, mais pour nous libérer d'Hitler. Alors tout ça est très compliqué, c'est clair. Le jeu est complexe, mais les ennemis de mes ennemis sont temporairement mes amis. Oui, ça, c'est un principe dangereux quand même. Oui, parce qu'on voit par exemple que le plus grand facteur de déstabilisation entre Israël, entre le Liban, etc., ça a été le Hezbollah. L'État dans l'État au Liban qui a pourri la situation, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est les gardiens de la révolution. Donc quelque part, on est en train de faire le jeu aujourd'hui, à mon sens, mais bon, ça c'est vrai que c'est une problématique plus large, mais d'un ennemi qui va devenir l'ennemi de demain. Tout comme il y a 10 ans, on préparait le terrain avec les insurgés en Irak, avec Zarqawi, etc., pour la création de l'État islamique. Et l'Iran ne deviendra pas, ça j'en suis convaincu, je pense que ces gens sont merveilleusement intelligents, les Perses sont d'une finesse et quelque part d'une perversité intellectuelle assez phénoménale, et c'est des gens qui calculent sur le très long terme, et pour le coup je ne pense pas que la menace d'un djihad, ou en tout cas d'une charia chiite, à terme soit moins dangereuse que celle de Daesh ou d'autres. Il y a les mêmes velléités d'expansion, il y a la même velléité communiste, des espèces de révolution communiste qui est en train de se propager aujourd'hui à travers l'Iran, à travers la Syrie, à travers l'Irak, à travers le Liban, à travers l'Arabie Saoudite aussi, les zones chiites d'Arabie Saoudite, à travers le Yémen. On voit que les Houthis sont aujourd'hui quasiment aux commandes. Donc quelque part, c'est aussi très dangereux. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, j'étais à Moscou avec quelques parlementaires pour rencontrer des dirigeants politiques russes. Et je me suis retrouvé au Kremlin avec trois députés